Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la corruption coûte 148 milliards de dollars par an à l'Afrique selon la Banque africaine de développement. Combattre ce fléau devra stimuler l'économie et le développement à travers le continent, raison pour laquelle nous verrons comment et pourquoi le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a fait de la lutte contre la corruption une priorité. Le point sur la situation au Burundi. Lundi, obus et grenades ont retenti dans des quartiers de la capitale Bujumbura. Depuis avril 2015, les violences ont déjà fait plusieurs centaines de morts et poussé plus de 200 000 personnes à quitter le pays selon l'ONU. Bilan de l'emploi salarié au Sénégal. Le dernier trimestre 2015 a été affecté par une baisse de 1,1%. Les analystes imputent ce déclin au manque de dynamisme du secteur secondaire. Nouveau rebond dans le processus électoral en République centrafricaine. Le premier tour des élections présidentielles et législatives du 30 décembre est remis en cause par une vingtaine de candidats, dont Désiré Kolingba ou bien Karim Mekwessa. Les scrutins ne sont pas jugés crédibles et ils réclament l'arrêt du processus électoral et une large concertation. Les candidats contestataires affirment qu'ils saisiront la Cour constitutionnelle. De son côté, l'autorité nationale des élections réfute l'idée même de stopper le processus électoral. Parmi les motifs de contestation de ces candidats, les défaillances logistiques, des problèmes de fraude ou encore d'irrégularité. Notons cela dit que parmi les signataires manquants figurent ceux dont pour l'instant sont en tête des élections, notamment Anissé Dologuélé, Archange Touadéra ou encore Martin Ziguélé. Les flux financiers illicites font perdre au continent 60 milliards de dollars chaque année. La corruption gangrène la plupart des économies du continent. Le Nigeria n'est donc pas en reste. Le président nigérian Muhammadu Buhari insiste sur la nécessité d'adopter des stratégies basées sur la prévention de ce fléau, mais aussi des sanctions exemplaires. Les précisions de Deokrasia Sokpodo. 8 mois après son élection, le président Muhammadu Buhari renouvelle son engagement à lutter contre la corruption dans son pays. Le chef de l'État nigérian affirme détenir des preuves d'opérations illégales effectuées par des responsables de l'administration publique. Entre commerce illégal de la production et détournement de revenus issus de la vente de pétrole, les interrogations se multiplient et le débat s'anime au sein de l'opinion publique nigérienne. Nous avons des documents attestant que le brut nigérien a été illégalement exporté et que les recettes pétrolières ont été transférées vers des comptes personnels plutôt que vers les caisses du gouvernement fédéral. Des fonds ont été pillés illégalement. La déclaration du président Muhammadu Buhari intervient dans un contexte où le pays traverse une importante crise économique liée à la chute du prix des hydrocarbures à l'international. Selon le chef de l'État nigérian, une partie des montants détournés aurait déjà été récupérée. Arrivé au pouvoir en mai 2015, il a en outre précisé que les coffres publics étaient pratiquement vides en raison de la corruption qui avait favorisé un certain nombre de pratiques néfastes au développement économique du pays. Pour 2016, les défis économiques seront prioritaires, mais également ceux relatifs à la sécurité des populations victimes des violences du groupe islamiste Boko Haram. Nous croyons toujours qu'il y a une possibilité de mettre un terme à cette situation. Nous sommes prêts à négocier avec Boko Haram sans aucune condition préalable. La vie de nos concitoyens est importante. Au Nigeria, la sécurité est une priorité et le pétrole représente près de 60% des revenus du pays. Le président Muhammadu Buhari annonce par ailleurs que d'autres membres du précédent gouvernement pourraient être bientôt entendus dans les affaires liées à la corruption. Depuis 2013, l'ex-gouverneur de la Banque centrale nigériane avait tiré la sonnette d'alarme en évoquant la disparition de 20 milliards de dollars des caisses publiques. La manne pétrolière de la Libye menacée. Le groupe État islamique tente désormais de faire main basse sur le pétrole libyen. Dimanche 3 janvier, le groupe a mené plusieurs attaques contre les principaux terminaux pétroliers d'Al-Sedra et de Ras Lanouf dans le nord du pays et dont la production est à l'arrêt depuis plus d'un an. Le groupe djihadiste EI revendique aussi la prise de la ville de Benjawad à 160 km à l'est de son fief de Sirte où les combats se poursuivent encore.
Le Burundi est plongé dans une profonde crise politique depuis la candidature fin avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Les violences persistent au Burundi. 2 personnes ont été blessées lundi matin par les explosions de 2 obus de mortier tirés près du quartier de Bwiza dans la capitale burundaise Bujumbura. S'ajoute à cela l'explosion de 3 grenades dans la matinée dans un quartier sud de Bujumbura. Écoutons à ce propos les précisions de Pierre Kururikiye, porte-parole de la police. Ce sont 2 personnes qui étaient à bord d'une moto et qui ont lancé à partir de la 3e avenue de Bwiza. Ils ont tiré 2 explosifs qui ont blessé 2 femmes. Puis les gens ont pris le large à bord de ces 2 motos. Ils ont pris la direction de centre et arrivé dans une maison à Bwiza. Ils ont changé les tenues et ont mis les tenues de police et puis ils ont pris le large. Toujours au Burundi, sachez que le procès devant la Cour suprême à Gitega, où sont détenus des soldats et policiers accusés d'avoir participé à la tentative de coup d'État en mai 2015, se poursuit. À la barre, lundi, le général Cyril Ndayirikiye plaide coupable pour l'ancien ministre burundais de la Défense. L'objectif de son implication était de faire respecter les accords de paix d'Arusha et la constitution du Burundi qui ont été violés. En Guinée, le président Alpha Condé a nommé ce samedi Sidya Touré, leader de l'Union des forces républicaines, comme le haut représentant du chef de l'État. Pour les uns, cette nomination engendre un affaiblissement de l'opposition guinéenne. Pour d'autres, c'est un signe d'apaisement politique. Quelle lecture faire de cette nomination? Élément de réponse avec Idalette Mirabel-Bissou. Le président de l'Union des forces républicaines UFR, Sidya Touré, 3e force politique de la Guinée, a été nommé par décret présidentiel au représentant du chef de l'État Alpha Condé le 2 janvier 2016. Candidat de l'opposition à la présidentielle de 2015 en Guinée, Sidya Touré est arrivé 3e avec 6% de suffrages exprimés. Il avait pourtant dit son mécontentement face aux résultats du scrutin, mais l'homme politique a finalement accepté de rencontrer le président Alpha Condé. Selon certains observateurs, cette rencontre aurait contribué à rapprocher les 2 hommes. Ce qu'on peut penser probablement qu'une nouvelle recomposition du paysage politique est possible à travers cette nomination et surtout si cette nomination est accompagnée de l'ouverture aussi des postes ministériels à d'autres partis politiques. Cela va automatiquement donner pour conséquence une nouvelle recomposition des paysages politiques et même une redéfinition de la politique en Guinée. Le parti de Sidya Touré est présenté comme rassembleur et sans coloration ethnique. Selon certains analystes, sa nomination est stratégique et pourrait contribuer à changer le regard politique sur les décisions nationales. Cette dernière est diversement interprétée. Elle crée un malaise dans l'opposition qui se sent réduite et affaiblie. Tandis que pour la majorité des Guinéens, ceci va permettre à la Guinée d'aller vers la réconciliation en instaurant un équilibre politique au niveau de la gouvernance. Ça suscite de polémiques pour la simple raison, en Guinée, l'ethnie et politique sont intimement liées. Seul l'UFR peut être un parti national. Donc l'UFR peut faire l'équilibre avec n'importe quel parti pour atténuer sa coloration ethnique, pour que le parti puisse se présenter de manière aussi acceptable devant l'opinion nationale. Donc, dès que l'UFR quitte l'opposition, le parti qui va rester, on ne verra plus un parti politique, mais on verra un groupe ethnique. Au fond, c'est ce que les Guinéens n'osent pas dire. Sidya Touré fait partie des ténors de l'opposition républicaine. Pour l'heure, les attributions, le fonctionnement et le rôle du poste de l'ancien Premier ministre Sidya Touré comme haut représentant de l'État ne sont pas encore connus. Même si le poste est jugé anticonstitutionnel par une certaine opinion, la marche vers la réconciliation est un objectif à atteindre dans le pays pour un développement durable et participatif. Le secteur tertiaire a enregistré des créations nettes d'emplois de 3,8% au Sénégal. L'emploi salarié sénégalais a néanmoins été en baisse à la même période du dernier trimestre 2015. On fait le point tout de suite avec Gladys Mouamba. Baisse de l'emploi salarié au Sénégal. L'emploi salarié dans le secteur moderne au Sénégal a connu un repli de 1,1% au troisième trimestre 2015. Selon la direction de la prévision et des études économiques, cette baisse d'activité serait due aux pertes d'emplois d'au moins 5,5% enregistrées dans le secteur secondaire. Cette baisse du secteur secondaire est assez surprenante.
Mais nous avons entendu quelques leaders du patronat, notamment, pour ne pas le nommer, M. Kama, qui parle du fait que l'État privilégie les importations au lieu des exportations et de la production intérieure. Donc, ce qui peut être une cause. Mais un autre point également qu'on peut dire, c'est qu'il y a une baisse de productivité notée dans plusieurs grandes entreprises nationales. Le secteur secondaire a contribué à 21% au PIB sénégalais en 2015. Il est basé essentiellement sur la transformation de produits. Selon les spécialistes, il est impératif que les jeunes demandeurs d'emploi se tournent vers l'agriculture efficiente pour augmenter l'activité des secteurs secondaires et tertiaires afin de dynamiser l'économie locale. Et une économie locale qui bouge, bien entendu, va ramener avec elle le secteur secondaire et le secteur tertiaire en même temps. Mais cela également sous-entend que l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisse mettre en œuvre des réformes qui, après post-récolte, que ces jeunes puissent véritablement se sentir à l'aise et ne pas avoir des pressions d'écoulement de leur fruits. La baisse des emplois dans le secteur secondaire et son augmentation dans le tertiaire ont permis à l'emploi salarié d'être quasiment stable en 2015. Dans son discours à la nation du 31 décembre 2015, le président Macky Sall a prôné l'optimisme. Pour 2016, le chef d'État, tout comme les experts, mise sur une croissance de 6% pour le Sénégal. Une performance qui serait favorisée par l'augmentation du commerce. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.